François, Monsieur le représentant de l'Institut, Mesdames, Messieurs les présidentes et présidents des académies, mes chers collègues, Mesdames, Messieurs, je suis très conscient, bien évidemment, de l'immense honneur qui m'est fait de prendre la parole au terme de cette conférence nationale des académies. J'espère ne pas être paralysé par cette situation. Ce qui pourrait limiter mon embarras, c'est la certitude qu'à travers moi, c'est la philosophie qui est honorée, et que seul mon titre de philosophe au sein de notre compagnie me vaut un tel privilège. Évoquer la mer ici à Toulon, c'est évoquer bien entendu le Mare Nostrum, c'est évoquer la mer Méditerranée, berceau de notre civilisation, mer sur les rives de laquelle nous autres habitants de l'agglomération toulonnaise avons l'inestimable chance de vivre toute l'année, et que nos collègues académiciens venus de toute la France sont venus redécouvrir, et peut-être même découvrir pour un petit nombre d'entre eux à l'occasion de cette CN. Je laisserai pour commencer la parole aux poètes, vous verrez qu'ils seront très présents dans mon exposé. Homme libre, toujours tu chériras la mer. La mer est ton miroir, tu contemples ton âme dans le déroulement infini de sa lame, et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer. Croyez-le bien, chers collègues, chers amis, j'ai tout mis en œuvre pour éviter cette référence. J'aurais aimé débuter mon propos autrement que par ces vers si célèbres qu'ils peuvent paraître triviaux. Mais j'ai dû capituler. Nul autre que le génial Baudelaire n'a exprimé avec autant de force la thématique à laquelle je vais consacrer ce bref exposé. Déroulement infini, écrit le poète. Il nous abandonne négligemment avec cet adjectif une question fort complexe, la question de l'infinité. Il nous l'abandonne négligemment en effet, merveilleux atout du poète, que lui envie le philosophe. Face à la mer, est-il exact que l'homme prenne contact avec l'infini, ainsi que l'ont suggéré nombre de philosophes? N'est-ce pas confondre la mer et l'océan? De quel infini parle-t-on? Réveillé par Baudelaire, c'est à cette unique question de l'infini que j'entends consacrer ma réflexion, vous entraînant avec moi dans un périple intellectuel mimant le périple de nos premiers navigateurs. Quand il place la mer au cœur de sa pensée, le père de toutes les philosophies de l'histoire, le grand Hegel, pense, comme nous tous, à la Méditerranée, à cette mer sur les flots de laquelle s'est aventuré le peuple pivot, c'est ainsi qu'il le considère, le peuple pivot de l'histoire universelle, le peuple grec. Dans sa raison dans l'histoire, comme dans ses leçons sur la philosophie de l'histoire, Hegel remarque que l'histoire du monde, telle la course apparente du soleil, marche d'est en ouest. Née en Orient, du côté de la Chine et de l'Inde, la civilisation s'est ensuite déplacée vers le Moyen-Orient, avec les empires babyloniens, puis avec l'Égypte, avant de faire halte sur le sol grec. Cette civilisation hellénique représentant un point d'équilibre qui a suscité une immense énergie chez tous les philosophes allemands du XIXe siècle. Pour ces trois parties du monde, il s'agit de l'ancien monde, remarque l'auteur de La raison dans l'histoire, la Méditerranée présente un élément de liaison, elle est le point central de l'histoire du monde. Tous les grands états de l'histoire antique se trouvent autour de cet ombilique de la Terre. Là se trouve la Grèce, le point lumineux de l'histoire. Difficile d'être plus laudatif. À des millénaires de civilisation terrienne, a donc succédé pour la première fois dans l'histoire des hommes une civilisation maritime. Je cite à nouveau Hegel, la forme la plus générale de détermination naturelle historiquement importante, c'est celle qui est constituée par le rapport entre la mer et la terre. Mais de quel rapport s'agit-il? Le rapport géographique entre la mer et la terre symbolise pour le philosophe allemand le rapport spirituel entre le fini et l'infini, l'infini et le fini. Nous en trouvons confirmation quelques pages plus loin dans le même ouvrage. Je cite à nouveau Hegel. La mer donne d'une façon générale naissance à un type de vie spécial.
L'élément indéterminé nous donne l'idée de l'illimité et de l'infini, et l'homme, en se sentant au milieu de cet infini, en tire courage pour dépasser le limité. Fin de citation. Les Grecs représentent donc pour l'éternité ce peuple courageux qui a osé pour la première fois défier l'infini en se lançant à la conquête du bassin méditerranéen. L'infinité de la mer qui, pendant des millénaires, a terrorisé les hommes, au point que la mer traçait pour eux la limite infranchissable de leur monde et de leurs aventures, cette mer a déclenché au contraire chez les Grecs une irrésistible tentation. Pour se lancer dans l'exploration maritime, et tous les marins ici présents, je pense, ne me contrediront pas, des qualités, certains sont sur ce plateau, des qualités essentielles sont nécessaires. Au premier rang desquelles, le courage, la ruse et le dépassement de soi. Je vais les évoquer tour à tour. Le courage, en premier lieu. La mer exige qu'on soit insensible aux risques inhérents au mode de vie qu'elle impose. La terre, elle, est le lieu de l'enracinement. Elle constitue un espace rassurant, dans lequel on peut sécuriser ses biens, dans lequel on peut protéger ce que l'on a bâti. À l'inverse, aucune garantie ne peut sécuriser le marin, qui doit s'installer dans le paradoxe permanent d'une quête de richesse que chaque instant peut anéantir. Hegel résume ainsi le paradoxe, je le cite à nouveau, « La mer éveille le courage, ceux qui la sillonnent pour acquérir vie et richesse doivent chercher leur gain à travers le danger, ils doivent être courageux, risquer et mépriser vie et richesse. » Après le courage, la ruse. Et au premier chef, la ruse qui permet, là encore les marins ne me contrediront pas, la ruse qui permet d'utiliser le vent qui me pousse dans une direction pour aller dans la direction opposée, en tirant des bords, suivant l'expression chère aux marins. Hegel est familier d'Homère. Il a appris en lisant l'Odyssée le surnom du héros de la navigation antique, Ulysse le rusé, ce que confirment ces mots qu'on trouve un peu plus loin chez Hegel. La mer suscite la ruse, car l'homme il doit combattre un élément qui semble se soumettre tranquillement à tout, qui s'adapte à toutes les formes et qui pourtant est terrible. Dépassement de soi, enfin, troisième qualité. Aussi que conquérant que puisse être un peuple terrien, l'espace limité, même si cet espace peut être immense, mais il est limité par nature, l'espace limité dans lequel il se déplace borne inévitablement ses rêves. On me pardonnera cette expression, ou on ne me la pardonnera pas, j'oserais dire qu'il y a quelque chose de petit bourgeois dans les rêves des peuples terriens. Manque à leurs rêves la dimension de l'illimité, du dépassement permanent. C'est en Grèce, et à partir de la civilisation grecque, c'est en Europe, que l'être humain a quitté la sphère des besoins étroits, cette sphère qui ne différenciait que peu de la vie animale, pour installer son existence dans la dimension du risque, dans la dimension de l'infini. Je terminerai cette étape hegelienne par ces mots d'une grande force, dernier rappel à Hegel. Un État européen ne peut être vraiment un État européen que quand il donne sur la mer. La mer apporte avec elle cette tendance très particulière vers l'extérieur qui manque à la vie asiatique, cette marche de la vie plus loin qu'elle-même. Les mots sont soulignés dans le texte, cette marche de la vie plus loin qu'elle-même. Et il poursuit, c'est ainsi que la vie des États européens a acquis le principe de la liberté de la personne singulière. Résumons cette étape. Seule la mer nous mettrait en présence de l'infini. En devenant marin, l'être humain franchit une étape décisive de son évolution. Pour Hegel, en effet, vous l'avez deviné, même si vous n'êtes pas familier de sa philosophie, l'infini, c'est l'autre nom de la liberté. Entre des civilisations asiatiques au sein desquelles la liberté n'a pas pu dépasser la forme de la liberté d'un seul homme, ce que notre philosophe nomme le despotisme oriental, et une civilisation européenne qui saura reconnaître pour la première fois la valeur infinie de la personne, le moment grec, moment marin par excellence, c'est ce moment d'équilibre à tout jamais perdu
qui a autorisé l'épanouissement d'une individualité spontanément accordée à la totalité. Mais faut-il suivre Hegel dans cette association entre la mer et l'infini? La mer n'est pas l'océan. Apercevoir une terre au large quand on marche sur les bords de la Méditerranée est presque toujours la règle. Naviguer sur la mer Égée, beaucoup d'entre nous l'ont fait, c'est découvrir des îles, presque aussi nombreuses que les étoiles du ciel. Ici, dans notre beau département du Var, tout au long de la côte, on voit, en regardant en direction du large, tantôt l'île des Ambiers, tantôt la presqu'île de Saint-Mandrier, tantôt les îles d'Hyères. Percevoir une terre quand on navigue en Méditerranée est également la règle. Se retrouver seulement entouré d'eau de tous côtés ne dure jamais bien longtemps. La mer n'est pas l'océan. Pour traverser l'Atlantique, les Européens durent attendre 1492, comme chacun sait. C'est 2 millénaires plus tôt que les Hellènes avaient fait le tour complet de la Méditerranée, ainsi que le démontrent les admirables descriptions de tous nos rivages, absolument tous nos rivages qu'on peut lire dans l'Odyssée d'Homère. Les vers de Baudelaire, avec qui nous avons commencé notre voyage, semblent au premier abord, nous l'avons vu, confirmer l'association hegelienne entre la mer et l'infini. Mais à peine 2 ans plus tard, en 1859, le même Baudelaire, dans un texte intitulé « Mon cœur mis à nu », qui fait partie de ses journaux intimes, le même Baudelaire remet en cause la thèse d'une infinité de la mer. Je le cite, texte très troublant, vous allez le voir. « Pourquoi le spectacle de la mer est-il si infiniment et si éternellement agréable ? Parce que la mer offre à la fois l'idée de l'immensité et du mouvement. 6 ou 7 lieues représentent pour l'homme le rayon de l'infini. Voilà un infini diminutif. » Expression sidérante, un infini diminutif. Qu'importe s'il suffit à suggérer l'idée de l'infini total, 12 ou 14 lieues sur le diamètre, 12 ou 14 de liquide en mouvement suffisent pour donner la plus haute idée de beauté qui soit offerte à l'homme sur son habitacle transitoire. Fin de citation. Le poète ne surpasse-t-il pas le philosophe sur le plan du concept que l'éminent hegelien, qui est notre collègue Bernard Bourgeois, que je sens frémir en entendant cette interrogation, me le pardonne, mais il me semble qu'en l'occurrence, Baudelaire résout par cette locution inouïe d'un infini diminutif un problème que Hegel n'a pas voulu réellement aborder. Si l'océan est infini, la mer, elle, est une infinité finie, ou si vous préférez, une finitude infinie, ce que notre poète résume dans cette locution étonnante d'un infini diminutif. Les premiers vers de L'homme et la mer, que nous avons cités en préambule, donnent une vision partielle de la conception baudelairienne. Si l'on prend en compte l'ensemble du poème, on découvrira tout un jeu de parallélisme, toute une série de chiasmes entre les deux infinis analogiques que sont l'infini humain et l'infini marin. Ce poème réalise ainsi une des quêtes fondamentales du poète, une quête à la fois esthétique et métaphysique, traduire l'infini par des images finies, ce qu'affirme avec force le célèbre poème des Fleurs du Mal intitulé « Le voyage », que tout le monde a en tête, et nous allons, suivant le rythme de la lame, perçant notre infini sur le fini des mers. Réfutation, tout aussi bien que confirmation de la métaphysique hegelienne. Par un subtil renversement, le poète finitise la mer et infinitise l'humain. Profond jeu de miroir, révélant tout ce que l'humanité doit au spectacle de la mer. Le fini des mers, notre académicien varois, le poète Jean Écart, l'a ressenti comme toutes celles et tous ceux qui fréquentent nos rivages. Si l'on va, parfois inconsciemment, au risque de sa vie, contempler le grandiose spectacle de la tempête sur les rivages bretons, si l'on aime se sentir dérisoire devant la fureur des flots recouvrant de leur écume blanche les plus hauts phares de cette belle Bretagne,
Si l'océan est l'image la plus parfaite de ce que Kant a dénommé avec bonheur le sublime dans ses écrits consacrés à l'esthétique, qui sont bien connus, le spectacle de la Méditerranée est tout autre. Dans son poème Méditerranée, Jean Aicard, et comment ne pas citer dans cet exposé notre académicien varois, dans son poème, Jean Aicard peint des paysages provençaux qui pourraient tout aussi bien être des paysages corses, des paysages siciliens ou grecs. Écoutons le chant de Jean Aicard. La Méditerranée est couchée au soleil, des monts chargés de pins, d'oliviers et de vignes qui font un éternel murmure au sien pareil, voient dans ses eaux trembler leurs lignes. Elle est couchée au pied des pins aux sueurs d'or, qui de leur parfum d'ambre embaument la campagne. Elle veille en chantant, elle dort, la cigale en chœur l'accompagne. L'infini, vous l'avez noté, s'est définitivement évanoui dans le chant du poète varois. À l'infini diminutif de Baudelaire, Jean Aicard substitue la finitude paisible d'un paysage à échelle humaine, d'un paysage qui fait résonner toutes les fibres de notre corps et qui parle à notre âme. Seule une mer s'inaugurant par de pareils rivages a pu donner aux hommes le courage dont parlait Hegel et dont nous parlions tout à l'heure. Seul le souvenir de cette mer, M-E-R, trait d'union, M-E, accent grave R-E, seul le souvenir de cette mer, rassurante, protectrice, a su donner aux Grecs la force de l'affronter quand elle prend un autre visage, celui de la mer déchaînée, celui de la mer en furie, celui de la mer qui peut tout engloutir, hommes et cargaisons. Le souvenir des paisibles rivages d'Ithaque donne à Ulysse la force d'affronter les pires tempêtes. La mer nous apprend certes la précarité de notre condition, mais la douceur de ces rivages nous donne la force de bâtir nos villes au pied du Vésuve et de vivre dangereusement, suivant les mots célèbres de Friedrich Nietzsche, qu'il m'était impossible de ne pas citer, c'est au-delà de mes forces. Infinité pour le philosophe de l'histoire, finitude infinie pour le poète. Convient-il de les opposer durablement? Ne pourrait-on trouver dans la figure du cercle la réconciliation du philosophe et du poète? Odyssée est pour les siècles des siècles le nom du voyage marin, tout autant que du parcours humain. Odyssée de l'espace, pour le réalisateur Stanley Kubrick, film culte pour les hommes de ma génération. Odyssée comme symbole définitif, pour mon collègue philosophe Luc Ferry, d'un équilibre humaniste avec lequel nous devrions apprendre à renouer. J'écarte ici toute référence au philosophe que je connais le mieux et que j'ai très succinctement cité, Friedrich Nietzsche, et à son hypothèse du retour éternel qui me contraindrait à déborder scandaleusement le temps qui m'est imparti. Je laisserai donc une nouvelle fois la parole au poète pour boucler mon parcours. Le cercle que le génie d'Homère a baptisé pour toujours, ce cercle nommé Odyssée, ce cercle a aussi pour nom éternité. Je désigne par là non pas l'immensité du temps linéaire auquel nos sciences, notre astrophysique, tend de plus en plus à refuser précisément l'éternité, mais l'éternité du temps circulaire, qui est le seul à conjuguer temporalité et intemporalité. Écoutons Lamartine, cité tout à l'heure par mon collègue Hubert François, écoutons Lamartine, qui peint dans ses vers des adieux à la mer, la quête spirituelle de l'humanité. De l'infini sublime image, de flots en flots, l'œil emporté te suit en vain, de plage en plage. L'esprit cherche en vain ton rivage, comme ceux de l'éternité. Rimbaud lui répond, quelques années plus tard, transformant la quête menée en vain de Lamartine en une quête aboutie dans le poème bien connu L'éternité. Elle est retrouvée, quoi? L'éternité. C'est la mer allée avec le soleil. Oui, mes chers collègues, au bord de la Méditerranée,
c'est tout simplement l'éternité que nous retrouvons. Un vrai Méditerranéen ne quitte jamais durablement les rives du Mare Nostrum. Tel Ulysse, il rejoint toujours son Ithaque. Il la rejoint dans le temps, hors du temps. Il ne cesse de la rejoindre que parce qu'il ne l'a jamais quittée. De quelle autre éternité pourrait-il rechercher les rivages? Que pourrait-il donc lui manquer? Je vous remercie. Merci Philippe. Comme je tiens à la vie, je ne te provoque pas des questions, parce que je vois que Jean-Paul Berruy a gravi les échelles.